Bienvenue au Moyen-Âge, une époque où éternuer trop fort pouvait être un signe de sorcellerie et où les cochons pouvaient être jugés pour meurtre. Si vous vous attendez à de la justice, il vaut mieux revoir vos exigences à la baisse, quelque part entre l'absurde et l'apocalyptique. Dans cette vidéo, on plonge tête la première dans les lois les plus ridicules jamais griffonnées sur un parchemin. Des lois qui n'avaient aucun sens à l'époque, et encore moins aujourd'hui. Entre les chèvres criminelles et les couleurs de vêtements interdites, la justice médiévale, c'était surtout la loi du dernier rêve de l'évêque. Préparez-vous à rire, grimacer et pousser quelques soupirs en découvrant ce cirque historique de folie juridique. N'oubliez pas de liker, de commenter votre loi absurde préférée et de vous abonner, car la prochaine fois, on pourrait vous raconter comment une simple miche de pain a provoqué une exécution. Que la folie commence. Parlons du glorieux système juridique du Moyen-Âge, un système si hermétique que la logique a dû demander l'exil. À l'époque, les lois n'étaient pas basées sur la raison, la science ou même le bon sens. Non, monsieur, elles étaient souvent dictées par des visions divines, des gueules de bois royales, et ce que le vieux Greg, le commère du village, avait dit dimanche dernier. La justice n'était pas aveugle, elle avait les yeux bandés, tournait en rond et était jetée dans une fosse de flammes et de soufre. La plupart des lois étaient rédigées par des gens qui lisaient le latin, mais n'avaient jamais trait une vache de leur vie. Imaginez être jugé pour avoir volé une poule par quelqu'un qui pense que les éternuements viennent des démons. Ce n'était pas un système judiciaire, c'était de l'art de performance. Alors, avant de trop les juger, souvenons-nous, ils faisaient de leur mieux, tout en croyant que la terre était plate, que les sorcières volaient sur des balais et que les tomates étaient louches. Bienvenue dans les fondations du droit médiéval, que la raison repose en paix. Parlons du mot absurde, un terme que les gens modernes utilisent pour décrire l'ananas sur la pizza ou les chaussettes avec des sandales. Mais au Moyen-Âge, absurde jouait dans une toute autre catégorie. À cette époque, interdire les bains semblait parfaitement logique, et juger un cochon pour meurtre était considéré comme le sommet de la civilisation juridique. Ce que nous appelons aujourd'hui de l'or comique, il le voyait comme un ordre divin. Imaginez expliquer à un juge médiéval que brûler quelqu'un pour un éternuement était peut-être un peu exagéré. Il hocherait probablement la tête, puis ordonnerait qu'on vous arrache la langue pour blasphème. L'absurdité du droit médiéval ne venait pas de ses intentions. Ils croyaient sincèrement protéger l'ordre. C'est juste que leur idée de l'ordre incluait beaucoup de censure, de chaînes et d'exécutions publiques. Donc, quand on qualifie ces lois d'absurdes, ce n'est pas pour se moquer du passé, c'est pour reconnaître que la logique a pris 1000 ans de pause café. Si vous pensiez que les lois étaient de bizarres, attendez de découvrir qui les écrivait. Spoiler, ce n'était pas un conseil de philosophes sages buvant du thé. C'était l'Église. Oui, la même institution qui pensait que danser invoquait des démons et que les gauchers étaient suspects. Dans l'Europe médiévale, l'autorité divine n'était pas juste un état d'esprit, c'était un fondement juridique. Les prêtres, les évêques et parfois un moine à moitié aveugle étaient les cerveaux derrière des lois qui interdisaient de se laver, bannissaient la curiosité et encourageaient la peur comme devoir civique. Les livres de loi ressemblaient davantage à des manuels d'exorcisme, et la confession servait moins au pardon qu'à collecter des preuves. L'Église ne guidait pas seulement les âmes, elle guidait aussi les arrestations. Si Dieu éternuait, quelqu'un finissait brûlé. Quand l'écriture devenait loi, on pouvait aller en prison pour avoir mangé de la viande le mauvais jour ou chantonner trop joyeusement pendant le carême. Alors la prochaine fois qu'un PV vous énerve, rappelez-vous qu'au moins, personne ne vous traite d'hérétique pour un créneau raté. Ah oui, l'égalité devant la loi, un concept que les gens du Moyen-Âge ont abordé avec la grâce d'une vache sur de la glace. Vous étiez un noble et vous décapitiez accidentellement votre voisin lors d'un duel. Une petite amende et un regard sévère. Mais si vous étiez un paysan qui volait un pain pour survivre, direction la potence. Et vite, il y a la queue. La justice médiévale fonctionnait selon une formule simple. Plus vos vêtements étaient luxueux, plus votre peine était légère. Certains nobles avaient même le privilège de choisir leur méthode d'exécution, car rien ne dit justice comme une mort à la carte. Pendant ce temps, les pauvres priaient pour que la corde soit neuve et ne casse pas à mi-chemin. La loi ne fermait pas les yeux sur l'inégalité, elle lui offrait une épée et une couronne.
Alors la prochaine fois que vous râlez sur les impôts, soyez heureux que personne n'évalue votre classe sociale avant de décider si vous méritez de garder vos rotules. La justice au Moyen Âge avait un certain goût pour le drame. Les procès n'étaient pas de simples procédures légales, c'était de véritables spectacles publics. Imaginez un homme attaché à un poteau sur la place du village, entouré d'une foule en liesse grignotant des châtaignes grillées, pendant que le crieur public déclame son crime en latin théâtral. La punition ne servait pas seulement à corriger les fautes, c'était un avertissement, un sermon et surtout un divertissement gratuit. Pensez-y comme au Netflix de l'époque de la peste. Des flagellations publiques aux instruments créatifs comme la flûte de la honte ou les masques en fer avec des oreilles d'âne, tout était fait pour dire « le crime ne paie pas, mais on va bien profiter de ta misère pour l'audience ». Dans certains villages, une bonne exécution attirait plus de monde que la fête des moissons. Ce n'était pas la justice, c'était le prime time médiéval. Quand quelque chose tournait mal au Moyen Âge, on ne demandait pas pourquoi, mais qui brûle pour ça. Une maladie, c'est clairement une sorcière. Une mauvaise récolte, évidemment, la chèvre a regardé la lune de travers. Foudre, ce doit être la veuve du coin qui a trop de chats. Les législateurs médiévaux n'avaient pas besoin de science. Ils avaient des boucs émissaires. La superstition n'était pas seulement sociale, elle était aussi judiciaire. Des procès entiers reposaient sur quelqu'un qui avait une mauvaise aura ou possédait un balai. Le bétail, les veuves, les roues, et même le mauvais temps étaient des suspects légaux. Si ta vache donnait du lait aigre, il y avait de bonnes chances que ton voisin finisse en flammes. La justice n'était pas aveugle. Elle était paranoïaque, mal informée et hautement inflammable. Passons maintenant à l'un des drames juridiques les plus porcins de l'histoire. L'année était 1386 et le crime? Meurtre. L'accusé? Une truie. Oui, une grosse truie adulte a été jugée en France pour avoir, soi-disant, tué un enfant. Elle se tenait devant le tribunal, enchaînée, avec un avocat, oui, un vrai, pendant que les villageois regardaient en silence solennel, aussi solennel que possible, quand on regarde du bacon sur le banc des accusés. Le procès comprenait des témoignages, des arguments juridiques et bien sûr une sentence publique. La truie a été reconnue coupable et condamnée à être pendue. La justice fut rendue, ou peut-être fumée. Ce n'était pas une blague à l'époque. Les autorités croyaient que les animaux pouvaient avoir une responsabilité morale, et s'ils enfreignaient la loi, ils devaient être punis. Ainsi commença la grande tradition médiévale de juger chèvres, cochons, vaches et même des insectes. Et toi, tu trouves déjà le tribunal des infractions routières ridicule. Vous vous demandez peut-être, comment ces lois absurdes ont-elles survécu pendant des siècles sans que quelqu'un se lève en criant « Attendez, on va vraiment exécuter un cochon ?» La réponse est simple. La peur et l'ignorance font d'excellentes nounous. Dans un monde où la plupart des gens ne savaient pas lire, où les livres étaient enchaînés au mur et où les prêtres étaient là considérés comme des routeurs Wi-Fi divins, remettre l'autorité en question était aussi risqué qu'un câlin à un cactus en feu. L'éducation était un luxe, l'obéissance une obligation. Les gens suivaient les lois non pas parce qu'ils les comprenaient, mais parce qu'ils craignaient ceux qui les comprenaient. C'est difficile de se rebeller quand la seule chose que tu sais signer, c'est le signe de croix. Et quand tout le monde croit que la foudre est une punition divine, remettre en question la loi devient une hérésie, et l'hérésie finit souvent en justice goût barbecue. Alors oui, ces lois ont perduré, parce que la terreur a une durée de conservation exceptionnelle. Au Moyen Âge, enquête était un mot chic que personne ne se donnait la peine de définir. Qui a besoin de preuves quand on a des commérages? Les procès commençaient souvent par « j'ai entendu dire qu'elle parle au chat », et voilà, sorcière. Pas d'empreinte, pas de contre-interrogatoire, juste des ondes suspectes et des fourches. Si ton voisin détestait ta soupe, félicitations. Te voilà accusé d'avoir empoisonné la moitié du village. Et une fois accusé, ta meilleure défense était soit de mourir vite, soit de pleurer assez fort pour être divertissant. Les juges ne cherchaient pas la vérité. Ils voulaient juste clore le dossier, ou au moins une confession à griffonner dans les marges d'un manuscrit en latin. Le système judiciaire tournait au carburant de rumeurs, avec une justice plus rapide qu'une peste médiévale, et à peu près aussi logique.
Bienvenue dans la justice médiévale, alimentée par la paranoïa, validée par le bouche à oreille, et conclue par un bon feu de joie, l'efficacité dans toute sa combustibilité. Les lois médiévales n'étaient alors pas que des règles, c'étaient des miroirs, sombres, fissurés et parfois tachés de sang de chèvre, mais des miroirs tout de même. Elles reflétaient une société fondée sur la peur, la superstition et le bon vieux favoritisme. Si tu étais riche, homme, chrétien et que tu portais un chapeau ridicule, la loi se pliait en 4 pour t'absoudre. Les autres? Bonne chance pour éviter le bûcher. Les lois visaient les faibles, femmes, paysans, minorités et toute personne dont l'existence dérangeait un plus riche. Mais on ne peut pas dire que les législateurs médiévaux manquaient de créativité. Ils étaient littéralement les Picasso de l'injustice. Des amendes vestimentaires au procès contre les rongeurs, leur imagination ne connaissait aucune pitié. Le système était si tordu qu'on pouvait être condamné pour avoir souri à la mauvaise personne ou porté du violet sans autorisation. Ce n'était pas seulement injuste, c'était de l'art dramatique avec des conséquences. Et le public, trop terrorisé pour oser cligner des yeux. Et ainsi, cher spectateur courageux, tu as survécu à une première bouchée de justice médiévale. Là où les cochons étaient jugés, le tissu violet signifiait trahison et la pauvreté était un crime en soi. Mais ne te mets pas trop à l'aise. Ce que nous avons vu n'est qu'un amuse-bouche. Le plat principal est encore en train de mijoter dans le four absurde de l'histoire. Devant nous s'étend un carnaval de chaos juridique où les poissons sont excommuniés, les cadavres interrogés, et les prêtres se disputent avec des orages. Tu pensais que la bureaucratie moderne était infernale. Essaie donc de plaider non coupable pendant qu'une chèvre avec une perruque témoigne contre toi. Alors boucle tes bottes en cuir, aiguise ton sens de l'ironie et prépare-toi pour une parade de punition, préjugés et pure absurdité. Le monde médiéval n'écrivait pas juste des lois, il écrivait des punchlines. Et ce n'est que le début. Bienvenue dans le deuxième acte de notre farce judiciaire, où l'équité s'éclipse rapidement et où la pauvreté est traitée comme un crime. Dans les tribunaux médiévaux, la justice n'était pas aveugle. Elle avait l'œil vif pour les bourses pleines. Plus tu étais pauvre, plus vite le marteau tombait, souvent directement sur tes doigts. Tu as perdu un pain? Tu perds une main. Tu ne peux pas payer une amende. Félicitations, tu gagnes une flagellation publique. Les riches, oh, ils pouvaient acheter le pardon, même si leur passe-temps favori était d'enflammer des paysans. Les lois parlaient d'un moins de morale que de maintenir la hiérarchie. En bref, si tu étais pauvre, même éternuer un peu trop fort pouvait te valoir l'excommunication. Alors serre ta ceinture, pas à cause de la faim, mais pour garder ton pantalon en place pendant que tu fuis les gardes. Voici Jean, un humble paysan coupable d'un crime terrible. La faim. Un jour, son estomac gronda plus fort que les cloches de l'église, et une pauvre miche de pain sur le rebord d'une fenêtre noble devint trop tentante. Il la prit, juste une seule. La punition? Procès public et une main en moins. Dans un monde où voler de l'or pouvait valoir un simple avertissement si tu étais riche, voler du pain en étant affamé faisait de toi un exemple vivant. L'histoire de John n'était pas unique. C'était la procédure. Le tribunal se fichait des intentions. Il voulait des exemples et maintenir les pauvres dans la peur. Et voilà comment la justice tranchait une main pour sauver une miette. Équitable? Non. Médiéval? Absolument. Alors pourquoi les pauvres ne payaient-ils pas simplement une amende au lieu de perdre une main, un nez ou leur dignité? Eh bien, rebondissement. Ils n'avaient pas d'argent. Dans la grande logique économique du Moyen-Âge, les amendes étaient pour les riches. Les pauvres, eux, recevaient l'expérience complète. Humiliation publique, punition physique, et parfois les deux en même temps. Comme être fouetté en se tenant dans un tonneau marqué « voleur ». Les autorités se disaient « Pourquoi gaspiller du papier quand on peut donner une leçon avec un bâton ?» Ce n'était pas une question de justice, c'était du théâtre. Et la scène, en plein milieu de la place du marché, bien sûr, l'endroit parfait pour une honte maximale et un bon divertissement. Car rien ne dit justice comme frapper un homme affamé pendant que le jongleur du village s'échauffe à côté. Au Moyen-Âge, la mode n'était pas juste une question de style. C'était un crime. Les pauvres n'étaient pas autorisés à porter certains tissus ou certaines couleurs parce qu'évidemment, un paysan affamé en violet
était plus menaçant qu'un chevalier armé d'une épée. Entrez dans les lois somptuaires, des règles qui dictaient ce que vous pouviez porter selon votre classe sociale. Velours, interdit, soit seulement si vos ancêtres avaient plus de titres que vous de prénoms. Même la teinture rouge était un luxe. Dieu vous préserve d'un fermier ayant l'air festif. Si un pauvre osait porter le mauvais tissu, il risquait une amende, une flagellation ou la promenade de la honte médiévale, dépouillé de ses vêtements et de sa dignité devant tout le marché. Car rien ne crie justice comme frapper un homme pour avoir eu trop de style alors qu'il meurt de faim. Au Moyen-Âge, manger de la viande n'était pas seulement une question de faim, c'était un privilège de classe. Lors des jours de fête, seules les classes supérieures avaient le droit de se régaler de repas nobles, comme l'oie rôtie ou le bœuf salé. Si un paysan était surpris en train de mâcher quelque chose de plus luxueux qu'un navet, la punition était immédiate et absurde. Imaginez un homme affamé croquant un morceau de porc un jour religieux, pour ensuite être traîné hors de sa masure et fouetté en public pour arrogance culinaire. L'Église et la noblesse prétendaient que cela préservait l'ordre et la pureté. Mais en réalité, ils protégèrent leur monopole sur la viande. Ainsi, pendant que le Seigneur mâchait du gibier avec des doigts graisseux, les pauvres ne pouvaient que sentir l'arôme et prier pour que leur chou ne les envoie pas en prison. Au Moyen-Âge, être sans abri n'était pas juste une malchance, c'était presque illégal. La logique était simple. Si tu n'avais pas de toit, tu représentais forcément une menace pour la société. Les vagabonds étaient vus comme des nuisibles, des rats avec des opinions. Les lois permettaient aux villes de les expulser, les emprisonner, ou, pourquoi pas, les vendre comme main-d'œuvre forcée. Imagine un homme pieds nus dormant sous un pont, réveillé non par le soleil, mais par un garde brandissant un bâton et criant « Tu es en état d'arrestation pour exister !» S'il protestait, on l'accusait de troubler l'ordre public. S'il restait silencieux, on l'accusait d'errance. Une vraie impasse. La solution ? Posséder magiquement une terre et payer des impôts ? Facile, non ? Parce que rien ne crie justice comme punir les gens pour respirer sans propriété. Dans la grande course aux armes médiévales, seuls les nobles pouvaient porter des armes. Car évidemment, poignarder était un privilège réservé aux lignées nobles. La loi stipulait, si vous étiez pauvre et pris avec une arme, même un couteau de cuisine, vous alliez en prison plus vite que vous ne pouviez dire « je vais juste couper des oignons ». Bien sûr, les nobles pouvaient se pavaner avec des épées aussi longues qu'un mât de drapeau, même complètement saouls, et être quand même félicités pour leur honneur. Mais si un fermier portait une dague rouillée pour se défendre, trahison. Un pauvre paysan a été arrêté pour avoir apporté un couteau de cuisine au marché. Il a affirmé qu'il vendait des navets, pas qu'il préparait une révolte. Le juge n'était pas convaincu. Morale de l'histoire ? En justice médiévale, ce n'est pas ce que vous portez qui compte, c'est qui le porte. Dans le monde médiéval, la justice n'attendait pas l'âge adulte. Les enfants pauvres devaient obéir à la loi comme les chevaliers, mais sans armure, sans épée, et sans la moindre idée de ce qu'ils faisaient. Si un enfant affamé de 7 ans osait voler un morceau de pain, la solution était simple. Flagellation publique. Un petit garçon attrapé en train de voler une pomme, traîné sur la place du village, attaché à un poteau et fouetté pendant que les passants acquiesçaient. Car évidemment, la discipline forge le caractère. Pendant ce temps, un enfant noble qui incendiait une grange en jouant recevait peut-être un poney pour se calmer. Égalité ? Pas vraiment. L'un reçoit du pain et des bleus, l'autre de l'ennui et un pot de vin. Parentalité médiévale, un savoureux mélange de châtiment corporel et de partialité totale. Les églises du Moyen-Âge étaient censées être des sanctuaires, mais seulement si ta robe valait plus qu'un mois de salaire et si tes chaussures ne sentaient pas la vache. Si tu étais pauvre et que tu osais entrer dans une grande cathédrale, tu étais accueilli par toute la sainte colère, un prêtre cramoisi, un cœur offensé et un garde trop zélé avec un bâton. La raison ? Ta présence souillait l'espace sacré. Apparemment, Dieu aimait les sols en marbre, les calices en or et 0 paysan. Certaines cathédrales affichaient même des panneaux qui auraient pu dire « Pas de chemise, pas de chaussures, pas de soie, pas de salut ». Donc si ton âme avait besoin d'être sauvée, mais que ton portefeuille était vide, bonne chance à ta prochaine réincarnation.
Au Moyen-Âge, le simple fait d'exister venait avec une facture, si tu étais pauvre. On appelait ça la taxe de tête, ou plus honnêtement, la taxe félicitation, tu respires. Chaque paysan, peu importe si son bol était vide ou si ses seuls biens étaient là quelques navets, devait payer pour le privilège d'être en vie. Tu ne pouvais pas payer? Pas de souci. Le royaume proposait une alternative généreuse. Un travail éreintant jusqu'à ce que tu aies payé ta dette ou que ta colonne vertébrale abandonne, selon ce qui arrivait en premier. Pendant que les nobles se baignaient dans des huiles parfumées et débattaient de poésie, les paysans débattaient s'ils devaient vendre leur unique paire de chaussures pour couvrir cette célébration annuelle de la souffrance. Ce n'était pas vraiment pour récolter de l'argent, mais plutôt pour rappeler aux pauvres qu'être pauvre n'était pas juste pénible, c'était carrément illégal. Dans les tribunaux médiévaux, la justice se résumait souvent à un principe simple: blâmer le pauvre. Lorsqu'un crime avait lieu et que le vrai coupable était trop puissant, trop riche ou trop bien connecté, la solution était d'attraper un paysan malchanceux et d'en faire le méchant officiel. La chasse du seigneur local a accidentellement brûlé une grange. Facile, arrêter le fermier pieds nus le plus proche et l'accuser de sorcellerie par le feu. Les procès ressemblaient plus à des pièces de théâtre où la fin était déjà écrite. Et l'accusé n'était là que pour jouer le rôle tragique. Il n'était pas rare que ces boucs émissaires avouent sous la torture des crimes qu'ils ne comprenaient même pas. Au Moyen-Âge, être pauvre n'était pas seulement une malchance. C'était comme porter une pancarte disant « coupable jusqu'à preuve de richesse ». Après avoir déambulé dans ce défilé de lois et de punitions absurdes, on se demande: y a-t-il jamais eu quelque chose comme la justice pour les pauvres au Moyen-Âge? Ou bien la loi n'était-elle qu'un script très élaboré, écrit par les riches, joué sur le dos des paysans et appliqué par des gens qui n'avaient jamais sauté un repas? Imaginez expliquer ce système juridique aujourd'hui. Donc tu me dis que la pauvreté était illégale? Oui, et la punition était souvent une démonstration de cruauté, artistique, de mains tranchées à des enfants fouettés, de fautes vestimentaires à des taxes pour respirer. Être pauvre n'était pas seulement difficile, c'était carrément un crime. La seule chose plus injuste que ces lois, c'était le silence qui les suivait. Pas de protestation, pas d'appel, juste le bruit d'une bourse qui tinte, au loin, dans la poche d'un noble. Bienvenue au Moyen-Âge, où la justice n'était pas seulement aveugle, elle aboyait, grognait et mâchouillait parfois les meubles. À une époque où l'on croyait que le péché pouvait infecter l'âme comme des poux dans la robe d'un moine, il semblait parfaitement logique que les animaux puissent eux aussi commettre des crimes. C'est ainsi qu'est née l'une des traditions juridiques les plus bizarres de l'histoire: faire passer les animaux en procès. Des vaches accusées de meurtre, des cochons d'homicide involontaire, des rats de destruction organisée de récolte. Ce n'était pas une blague. Il y avait des juges, des procureurs, même des avocats de la défense. Imaginez un cochon au tribunal pendant que le village entier écoute son témoignage. Des grognements interprétés très sérieusement. Cela semble absurde aujourd'hui, mais pour l'esprit médiéval, c'était une manière de montrer que personne, pas même une poule, n'était au-dessus de la loi. Et oui, la sentence pouvait inclure l'exécution. La justice n'était pas seulement aveugle, elle était aussi, plus ou moins, neutre entre espèces. En 1386, la paisible ville de Falaise, en France, a accueilli l'un des spectacles les plus absurdes de l'histoire juridique: l'exécution publique d'une truie. Non, ce n'est pas une métaphore, une vraie truie, accusée d'avoir tué un enfant. Le procès s'est déroulé avec toute la solennité et le décorum réservé à un criminel humain. Juge, procureur, témoin et même un avocat de la défense. Même si le seul crime réel de la truie était d'être, eh bien, une truie. Pour donner plus de poids à la justice, on l'a habillée en vêtements humains, promenée dans la ville, puis condamnée à la pendaison. Ce n'était pas une parodie, c'était la loi. Les villageois se sont rassemblés, horrifiés mais aussi divertis, comme s'ils assistaient à une pièce de théâtre moraliste mettant en vedette Cochonnette la criminelle. Ce cas unique n'était pas une anomalie, il a ouvert la voie à une tradition étrange de poursuites judiciaires contre les animaux. Et ce n'est que le début. Gardez vos bras et sabots dans la salle d'audience, car la justice médiévale devient de plus en plus folle.
Dans la loi médiévale, l'égalité a pris un tournant étrange. Si une personne pouvait être jugée pour un crime, alors un cochon, une vache ou même une oie le pouvaient aussi. La doctrine juridique de l'époque stipulait que si un animal blessait un humain, il devait subir les mêmes conséquences qu'un criminel. Un cochon ayant mordu un enfant, procès et peut-être exécution. Un cheval ayant donné un coup de sabot, direction le tribunal. Ce n'était pas un spectacle de foire absurde, c'était la loi. On croyait que les animaux possédaient une conscience morale, donc une responsabilité légale. La logique, si un serviteur ayant tué accidentellement pouvait être pendu, alors un âne colérique ne méritait pas d'échapper à la justice. Les médiévaux ne faisaient pas de discrimination, du moins pas entre espèces. À leurs yeux, la justice n'était pas seulement aveugle, elle était carrément perdue. Si les cochons pouvaient être jugés pour meurtre, alors les souris ne pouvaient certainement pas s'en tirer pour vandalisme, du moins pas dans l'Europe médiévale. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les rats étaient poursuivis en justice pour destruction de récoltes et propagation de maladies. Des procès entiers étaient organisés avec avocats, convocations et verdicts. Dans une affaire surréaliste, une ville émit un ordre d'expulsion officiel à une colonie de rats, leur demandant gentiment de quitter le village, sous peine de représailles. Évidemment, les rats ne se présentèrent pas au tribunal. Leur avocat, un véritable humain, plaida que le trajet était trop dangereux à cause des chats. Le juge, déconcerté mais soucieux d'être équitable, reporta l'audience. Oui, les rats obtenaient parfois plus de compassion judiciaire que certains paysans. Quelque part entre la justice et la farce, c'était la loi dans sa forme la plus théâtrale. Quand les récoltes échouaient, il était plus facile de blâmer des moustaches que la météo. Dans le théâtre absurde de la justice médiévale, même les insectes avaient droit à leur procès. Oui, de vrais avocats défendaient des coléoptères, des chenilles et des charançons, accusés de crimes comme manger les récoltes ou infester des terres sacrées. Un document historique raconte qu'un avocat défendit passionnément un groupe d'insectes, arguant qu'ils avaient un droit divin d'exister, tout comme les humains. Le procès dura plusieurs jours. La salle d'audience, remplie de paysans furieux et de membres du clergé perplexes, écouta pendant que l'avocat citait les Écritures, la nature et même la philosophie antique pour prouver que les insectes n'étaient pas des criminels, juste des végétariens incompris. Le juge n'était pas totalement convaincu, mais les audiences se poursuivirent. L'accusation réclamait l'extermination de masse, tandis que la défense demandait un transfert vers des champs inoccupés. Seule la période médiévale pouvait nécessiter qu'un scarabée ait besoin d'un avocat et d'un prêtre pour prouver qu'il n'était pas diabolique. Dans les annales du drame judiciaire médiéval, rien ne surpasse le tristement célèbre procès d'une vache accusée de meurtre. Le chef d'accusation? Avoir mortellement encorné son propriétaire lors d'un désaccord sur la technique de traite, selon les témoins. La salle d'audience était bondée, paysans, prêtres et une vache visiblement très confuse. L'accusation la décrivit comme une bête féroce au passé violent. La défense répliqua « Elle avait été provoquée, surmenée et sous-alimentée ». Les témoins défilèrent à la barre, rejouant dramatiquement l'attaque avec un mannequin de foin et des meuglements très théâtraux. Le juge, tiraillé entre justice et bon sens, ordonna un nouveau procès. Mais hélas, la vache fut reconnue coupable et condamnée à la pendaison. Oui, ils construisirent une potence. Pour une vache. Une scène qui résumait parfaitement la logique de l'époque. En cas de doute, jugeons le bétail. À ce stade, le Moyen-Âge était clairement entré dans son ère du drame judiciaire animalier. Ânes, chiens, poules, vous les nommez, ils ont eu leur procès. Un âne accusé d'avoir donné un coup de pied à un moine pendant la prière du matin? Coupable. Un coq blâmé pour avoir chanté à la mauvaise heure, perturbant ainsi un enterrement. Condamné à l'exil. Oui, la poule a été bannie. Les chiens? Des habitués du banc des accusés, souvent accusés d'avoir mordu des nobles, ou pire encore, de les avoir regardés de travers. Mais la question qui persiste comme un fromage trop mûr, les médiévaux croyaient-ils vraiment que les animaux comprenaient la culpabilité? Ou ces procès absurdes étaient-ils simplement une façon légale de frapper un mur? Quoi qu'il en soit, les papiers étaient bien rangés, les peines dramatiques et l'absurdité totale.
Quand les animaux étaient reconnus coupables dans les tribunaux médiévaux, les peines n'étaient pas seulement symboliques, elles étaient horriblement réelles. Un cochon condamné à mort, pendaison sur la place du village, un chien accusé de meurtre, décapité publiquement. Même les poules n'étaient pas épargnées. Certaines furent brûlées vives pour avoir pondu des œufs un dimanche, car évidemment, cela relevait de l'emploi du temps du diable. Ce n'étaient pas des cas isolés, c'étaient des procédures judiciaires officielles, avec documents, témoins et juges qui avaient sûrement mieux à faire, comme se demander pourquoi ils venaient de condamner à mort une oie. Le Moyen-Âge croyait vraiment au châtiment égal pour toutes les espèces, même si certaines ne pouvaient pas se défendre. Si vous doutez un jour de la créativité humaine en matière de cruauté, souvenez-vous, quelque part, des moines ont regardé une vache être exécutée pour homicide involontaire. Dans la logique médiévale du un pour tous, la justice ne s'arrêtait pas à la culpabilité individuelle. Si un cochon dans un troupeau commettait un crime, disons, mordre l'orteil d'un noble, ce n'était pas seulement ce cochon qui passait en jugement. Non, tout le troupeau réservait une place collective pour l'enfer. Des familles entières de porcs étaient donc rassemblées, enchaînées et solennellement condamnées à la mort par le feu, au cas où le mauvais comportement serait contagieux. Imagine un tribunal où le juge annonce gravement « Les 27 cochons sont condamnés à mort par le feu pour l'écart de conduite de l'un d'entre eux. » C'est comme punir tous les invités d'une fête parce que l'un d'eux a volé le fromage. Sauf que la fête est une porcherie, les invités sont des cochons, et la punition est un barbecue médiéval. Clairement, la punition collective n'a pas été inventée par les profs, mais perfectionnée par les procureurs de cochons. Dans la société médiévale, les animaux n'étaient pas seulement du bétail, ils étaient des citoyens officieux avec une part dangereusement égale de responsabilité sociale. Si une chèvre renversait un seau de lait ou si un coq chantait pendant un sermon, ce n'était pas juste une bêtise, c'était de la désobéissance civile. Ce n'était pas une blague pour les villageois, qui croyaient sincèrement que les cochons, les ânes et même les oies avaient la capacité morale de distinguer le bien du mal. L'idée était simple. Si un humain pouvait être puni pour troubler l'ordre, pourquoi pas cette oie qui ruinait le sermon du maire en cacardant à chaque amen? La justice visait à préserver l'harmonie, et si cela signifiait emprisonner une vache désobéissante ou exiler un canard, qu'il en soit ainsi. Après tout, rien ne dit société civilisée comme traiter les animaux de ferme comme de petits anarchistes nécessitant une correction légale. Dans certains des procès les plus théâtraux du Moyen-Âge, ce n'étaient pas seulement les animaux qui étaient jugés, mais apparemment aussi leurs âmes. Et qui de mieux pour témoigner que un prêtre? Oui, vous avez bien entendu. Dans certains cas, l'Église supervisait tout le procès, les accusations étant lues en latin, parce qu'une vache mérite une mise en accusation élégante, et les prêtres jouaient le rôle de témoins clés. L'idée, si une bête commettait un crime, son péché devait être purifié ou condamné par l'autorité divine. Ainsi, un cochon, attaché dans un tribunal, se retrouvait accusé dramatiquement d'hérésie par un moine en robe, pendant que d'autres membres du clergé acquiesçaient gravement. C'était à la fois un procès, un exorcisme et une farce totale. D'une certaine manière, l'idée que Dieu observe la condamnation d'une poule en latin semblait parfaitement logique, du moins pour ceux qui dirigèrent la séance. Et nous voilà arrivés au grand final de la justice animale médiévale. Un système judiciaire où les cochons portaient des tenues d'exécution, les rats faisaient face à des ordres d'exil et les scarabées avaient de vrais avocats. Ce qui avait commencé comme une curiosité juridique étrange a dégénéré en un festival d'absurdité, le tout enveloppé dans des robes de tradition solennelle. Ces procès étaient-ils des actes de justice ou simplement une tentative désespérée de contrôler le chaos en blâmant tout ce qui avait un battement de cœur? Ou même pas. Peut-être que juger une poule leur semblait plus logique qu'admettre que leur loi était absurde. Au final, ces procès d'animaux parlaient moins de culpabilité que de cérémonie, de projection et d'un bon paquet d'indignation théâtrale. Si la justice est aveugle, alors au Moyen-Âge, elle était aussi sourde, confuse et légèrement en délire. Bienvenue dans un monde où l'autorité divine ne se contentait pas de guider tes prières. Elle surveillait aussi ta façon de te laver, ta bibliothèque et même tes rêves. À l'époque médiévale, l'Église n'était pas seulement une force spirituelle. Elle était la législatrice suprême,
la juge et l'exécutrice. Les lois n'étaient pas votées au Parlement. Elles étaient chantées en latin, bénies à l'eau bénite et renforcées par la menace d'excommunication, ou d'un bon petit bûcher. Les prêtres décidaient de ce qui était moral. Les rois obéissaient, et le peuple vivait dans la crainte permanente de briser par erreur l'étiquette divine. Lire le mauvais livre, se laver trop souvent, ou remettre en question un sermon pouvait vous valoir une accusation d'hérésie. L'emprise de l'Église ne se contentait pas d'être forte, elle enserrait chaque recoin de la vie, de l'hygiène jusqu'aux pensées. Et quand Dieu est ton propriétaire, ton juge et ton bibliothécaire, mieux vaut penser en silence. Ah oui, la guerre sacrée contre le savon. Selon certains édits religieux médiévaux, se laver trop souvent n'était pas seulement suspect, c'était carrément pécheur. Pourquoi? Parce qu'ouvrir ses pores était vu comme une invitation pour les démons à s'infiltrer, comme des invités indésirables à un dîner. Pire encore, l'eau chaude pouvait exciter la chair, ce qui, selon la logique de l'Église, te ferait passer de propre à damné en un seul rinçage. Les bains publics furent fermés ou dénoncés comme des repères de vice, et sentir trop bon était un signal d'alerte. Si tu arrivais à l'église avec un visage frais et des cheveux brillants, on ne pensait pas hygiène, mais sorcellerie. Dans une société terrifiée par le mal, la crasse devenait une armure spirituelle. Après tout, rien ne crie piété comme sentir le tas de compost. Dans la société médiévale, être trop propre était un mauvais signe. Les hommes en robe et en latin solennel recommandaient de ne se laver que quelques fois par an. Oui, vous avez bien entendu, une fois par saison, si vous aviez de la chance. Se baigner plus souvent éveillait les soupçons, les regards méfiants, voire un procès en sorcellerie. La propreté pouvait révéler de la vanité, de la luxure, ou pire encore, un accès à l'eau chaude et du temps libre. Ceux qui sentèrent la lavande étaient jugés moralement douteux, tandis que ceux qui empestaient le navet et le fromage de chèvre étaient loués pour leur modestie. Alors les gens ont appris à accepter la puanteur. Ce n'était pas une odeur corporelle, c'était une défense spirituelle. Et si quelqu'un demandait quand tu t'étais lavé pour la dernière fois, la meilleure réponse restait « Je ne m'en souviens pas, et Dieu est fier de moi ». Au Moyen-Âge, une femme surprise en train de lire la Bible était aussi bien vue que si elle invoquait des démons. Les deux actes étaient jugés également hérétiques. L'Église, dans sa sagesse infinie, estimait que les femmes étaient trop fragiles émotionnellement et trop instables intellectuellement pour manipuler les Saintes Écritures sans les tordre en quelque chose de dangereusement féminin. Ainsi, lire la Bible devenait un péché, non pas à cause de son contenu, mais à cause de la personne qui la lisait. Tandis que les hommes étaient encouragés à étudier et prêcher, les femmes devaient coudre, prier et idéalement rester analphabètes. Dans de nombreux endroits, posséder une Bible suffisait à éveiller les soupçons. Et si une femme osait citer les Écritures au cours d'une conversation? Sorcière, procès immédiat, bûcher en option. Après tout, l'alphabétisation était une drogue d'entrée vers la pensée. Imaginez vouloir rendre la Bible plus accessible à vos voisins et finir en barbecue médiéval. Bienvenue dans le paradoxe sacré. Traduire la Bible pour qu'elle soit compréhensible était considéré comme un crime. Un gros. L'Église insistait pour que seul le latin, cette langue sacrée et mystérieuse que 99% des paysans ne comprenaient pas, soit digne de porter la parole divine. Toute personne osant traduire les Écritures en anglais, en allemand ou dans n'importe quel dialecte paysan passait forcément pour un agent du diable. La logique, si les masses lisaient et interprétaient elles-mêmes, elles pourraient, horreur, se mettre à penser. Résultat, de nombreux réformateurs bien intentionnés terminaient attachés à un bûcher, entourés de fagots, avec leur traduction de la Bible ironiquement glissée à la ceinture. Morale de l'histoire, ne rendez jamais la religion conviviale au Moyen-Âge. Des livres qui soignent, brûlez-les. Des livres qui expliquent les étoiles, brûlez-les aussi. Et ces philosophes grecs avec leurs idées de pensée, surtout pas. À l'apogée du pouvoir de l'Église, tout livre suggérant qu'il puisse exister des explications en dehors des Écritures saintes était considéré comme dangereux. Textes médicaux, hérésie, cartes astronomiques, sorcellerie, Aristote, une autoroute vers l'enfer. La réponse officielle, le feu et beaucoup.
Des bibliothèques entières réduites en cendres pour protéger le peuple contre des idées toxiques comme l'hygiène, la logique ou ne pas saigner quelqu'un à chaque maladie. Les moines jetaient pieusement les parchemins dans les flammes tout en récitant des versets, comme si Socrate avait personnellement insulté la barbe de Dieu. Ainsi, des générations ont été privées du savoir antique au nom de la piété. Si ce n'était pas divinement validé, ce n'était pas seulement faux, c'était inflammable. Au Moyen Âge, si vous osiez soigner quelqu'un sans porter une soutane et chanter en latin, félicitations. Vous étiez soit un hérétique, soit une sorcière. Les herboristes, des botanistes démoniaques. Les sages-femmes, les doulas de Satan. Même si un villageois faisait baisser une fièvre avec une tisane de menthe poivrée, l'Église pouvait y voir une offense spirituelle contre le remède préféré de Dieu, prière et patience, de préférence jusqu'à la mort. La logique était simple. Seul le clergé possédait la ligne directe vers la santé divine. Les autres, qu'ils reculent et laissent la fièvre purifier l'âme. Résultat, les gens commencèrent à cacher leurs remèdes comme des criminels, broyant des herbes en secret et murmurant des conseils de guérison comme des codes secrets. Parce que rien ne crie maléfique comme une grand-mère avec une recette à la camomille. Dans un monde où il fallait une autorisation divine rien que pour toucher un cadavre, bienvenue au Moyen-Âge. Imaginez que grand-mère meurt, et avant de lui dire adieu, il fallait courir à l'église, s'incliner, supplier et peut-être glisser une offrande, car seule l'Église pouvait approuver le contact avec les morts. Sans ce feu vert sacré, tu risquais l'excommunication, la honte publique ou pire, être étiqueté comme nécromancien. Les villageois murmuraient comme des contrebandiers, jetant un œil aux défunts tout en faisant semblant de réajuster une couverture. Certains engageaient des porteurs saints, des types avec une croix et très peu d'hygiène, juste pour transporter tante Agnès jusqu'à sa tombe. Et si tu pensais qu'éternuer près du corps était risqué, essaie donc de pleurer un peu trop fort. On pourrait croire que tu invoques des esprits. Rien ne dit « repose en paix » comme une bonne dose de bureaucratie parfumée à l'encens. Dans la grande quête pour garder les femmes pures et obéissantes, l'Église a eu une idée de génie, les interdire d'école. Car évidemment, dès qu'une femme apprend à lire, elle commence à remettre en question l'autorité divine, à avoir des opinions et, malheur suprême, à écrire de la poésie. L'éducation était considérée comme une drogue d'entrée vers la rébellion. On apprenait aux filles que la curiosité était le péché originel d'Ève, et que poser trop de questions pouvait vous valoir un aller simple pour le couvent ou le bûcher. Pendant que les garçons étudiaient le latin et la théologie, les filles apprenaient l'art sacré de la couture, de la prière silencieuse, et de ne surtout pas croiser le regard des hommes. Quant aux femmes intelligentes, c'étaient des sorcières, des séductrices ou des hystériques. Bref, dans la logique médiévale, le savoir n'était pas un pouvoir, mais un toboggan glissant vers les flammes de l'enfer, en talons. Bienvenue à l'Inquisition, le jeu télé de l'Église. Sauf qu'au lieu de gagner des prix, vous pouviez perdre vos dents, ou votre vie. Ici, on ne vous jugeait pas pour vos actions, mais pour vos rêves. Rêver d'un ange mal habillé, suspect, d'un ange féminin, hérésie, voler dans un rêve, possession probable. Les prêtres devenus enquêteurs interrogeaient les dormeurs innocents avec des questions du type « L'ange a-t-il dit Amen ou Ahem ?» Et avec un régime à base de pain moisi et de peur, les paysans rêvaient souvent de vaches parlantes ou de navets volants. Ça aussi, c'était une preuve de sorcellerie. Sans blague, votre subconscient pouvait vous trahir. Alors les gens ont commencé à faire semblant de ne pas rêver, ce qui était difficile, surtout lorsqu'ils s'endormaient pendant les sermons et murmuraient « Alléluia » dans leur sommeil. Oups, direction le procès. Dans la grande salle de la justice médiévale, un nouveau crime est né, l'hérésie passive. C'est quoi, tu demandes? Imagine que quelqu'un accusait le soleil d'être pécheur, et toi, tu ne disais rien. Félicitations, tu es maintenant une menace silencieuse pour l'Église. Ne pas applaudir pendant un sermon? Suspect. Ne pas halter quand on parlait de sorcière? Hérétique. Un homme a été arrêté un jour parce qu'il a éternué pendant un bûcher public et n'a pas dit « Amen ». L'Église déclara que le silence équivalait à l'approbation
et approuver le péché revenait à être le colocataire de Satan. Alors les villageois développèrent des tactiques de survie, hochements exagérés, allaitements dramatiques et applaudissements pour tout ce qui semblait vaguement sain. Même les moutons bêlaient plus fort près de la cathédrale, au cas où. Les gens ne craignaient pas seulement ce qu'ils faisaient, mais aussi ce qu'ils ne faisaient pas. À l'époque de l'hérésie passive, même cligner des yeux au mauvais moment pouvait t'envoyer en prison ou au bûcher. Ainsi, au crépuscule du chapitre 4, nous quittons un monde où les lois ne protégeaient pas la foi, elles l'armaient. Imagine un endroit où se laver trop souvent était un scandale. Lire un livre pouvait t'envoyer au bûcher, et le silence était aussi bruyant que l'hérésie. Dans un tel monde, la peur n'était pas juste un sentiment, c'était une institution. Les gens ne murmuraient plus de doutes, ni ne posaient qu'aux de questions. À la place, ils perfectionnaient l'art d'avoir l'air pieux, de penser pieux, et surtout, de se taire au bon moment. L'Église n'avait pas besoin de lire dans ton esprit, il suffisait de voir un tic facial pendant un sermon. Le crime de penser était bien réel, et penser différemment était le péché suprême. Ainsi, les lois devinrent des chaînes, les rituels des spectacles, et le salut ressemblait étrangement à de la soumission. Et dans ce grand théâtre de la sainteté, le plus effrayant n'était pas la damnation, mais de lever accidentellement un sourcil au mauvais verset. Il était une fois, au Moyen-Âge, l'amour n'était pas un conte de fées, c'était un piège légal emballé dans du parchemin sacré. Oublie les roses et les sérénades. Tomber amoureux sans autorisation pouvait te valoir une amende, des coups de fouet ou un mariage forcé, pas forcément dans cet ordre. Le mariage n'était pas une affaire de battement de cœur, mais de terre, de lignée et de paperasse légale. Tu veux embrasser quelqu'un? Vérifie d'abord avec le prêtre local. Tu veux faire une demande en mariage? Prévois 2 témoins, une chèvre en dot et peut-être un juge. La romance était un tel sac de nœuds juridiques que même Cupidon aurait eu besoin d'un avocat. Et si tu crois que le chagrin d'amour fait mal, essaie l'annulation. Spoiler, ça impliquait la honte publique et peut-être une enquête judiciaire sur ton anatomie. Bienvenue à l'époque où l'amour venait avec des clauses, des sous-clauses et parfois un cachot. Dans le cirque juridique fantasque du Moyen-Âge, dire « je t'épouserai » n'était pas juste une mignonne déclaration. C'était juridiquement contraignant. Oui, même si tu étais ivre, en train de plaisanter ou âgé de 7 ans. Les promesses verbales de mariage étaient considérées comme des contrats sacrés, surtout s'il y avait des témoins, ou quelques villageois trop curieux dans les parages. Une phrase innocente chuchotée lors d'un flirt à la taverne pouvait devenir le procès du lendemain. Et changer d'avis, ce n'était pas du doute, c'était une rupture d'engagement sacré, punie par un mariage forcé ou une honte sociale. Cette charmante petite loi garantissait que la romance s'accompagnait d'un bâillon et d'un témoin légal. Alors la prochaine fois que tu es tenté de dire oui après quelques pintes, souviens-toi, au Moyen-Âge, ce n'était pas ton cœur qui te causait des ennuis, c'était ta bouche. Dans la loi matrimoniale médiévale, l'amour avait une voix, mais ce n'était certainement pas celle d'une femme. Si ta famille ou un tribunal local décidait que tu allais te marier, mieux valait commencer à répéter tes vœux, car dire non n'était pas une option. Les femmes avaient autant de pouvoir juridique sur leur avenir que la chèvre familiale. Toutes deux étaient des biens, toutes deux pouvaient être échangées. Et si une mariée osait protester, elle était traitée de rebelle, ingrate ou pire encore, possédée. Parfois, les prêtres célébraient des cérémonies avec une mariée en larmes, à côté d'un inconnu hilar, pendant que le père comptait fièrement les vaches gagnées. Alors qu'aujourd'hui on peut ignorer quelqu'un après un rendez-vous raté, à l'époque le silence n'était pas d'or. C'était de la soumission forcée, livrée avec une dot et un sourire crispé. Au Moyen-Âge, le divorce était aussi réel qu'une licorne. Techniquement possible, mais personne ne l'avait jamais vu. Si tu voulais mettre fin à ton mariage, il te fallait une excuse béton. Vous ne vous entendez plus? Dommage. Tu es tombé amoureux de quelqu'un d'autre? Blasphème. Les seules raisons valables comprenaient la sorcellerie, l'impuissance ou la mort, de préférence confirmée par plusieurs témoins et bénie par un évêque. Si ton conjoint disparaissait pendant des années, il fallait attendre, au cas où il reviendrait avec une histoire de dragon. Et même en cas de décès, un remariage exigeait paperasse, prière et l'espoir discret que le défunt
ne revienne pas tout gâcher. En bref, le mariage, c'était moins « ils vécurent heureux » et plus « à vie ou rien ». Au Moyen-Âge, l'adultère n'était pas juste un scandale privé. C'était un spectacle public avec place VIP et indignation morale bien chaude. Les hommes pris en flagrant délit recevaient généralement une amende, une petite tape sur la main et peut-être un mouton ou deux en guise de pénitence. Les femmes, elles avaient droit à un défilé de honte en grande pompe. Accusée d'infidélité, une femme pouvait être traînée à travers la ville, le crâne rasé, habillée d'une robe de honte ridicule, souvent trop grande, mal assortie et aussi voyante qu'un cauchemar d'arlequin, et exhibée sur la place comme une fable ambulante. Les villageois étaient invités à huer, rire et peut-être lancer quelques choux. Ce n'était pas de la justice, c'était une sitcom médiévale, sauf que personne ne riait intérieurement. Et si elle pleurait, eh bien, c'était évidemment la preuve de sa culpabilité. Être veuve au Moyen-Âge, c'était comme recevoir une bombe à retardement. Sauf qu'au lieu d'exploser physiquement, c'était ton statut social qui partait en fumée. Si tu ne te remariais pas dans un délai respectable, selon des hommes barbus avec des parchemins, tu étais jugé immoral. Tes biens, confisqués. Le respect, évaporé. Les prétendants, généralement le cousin du mari défunt, celui qui sent le fromage de chèvre. Refuser de se remarier signifiait perturber l'ordre divin. Et personne ne voulait ça. Les veuves se précipitaient donc pour passer la bague au doigt du premier venu qui savait marcher et aligner deux phrases. Romantique? Pas vraiment. Mais bon, mieux vaut un deuxième mari ennuyeux que d'être surnommé la sorcière de la rue des Veuves. Au Moyen-Âge, si ton mari ne pouvait pas, disons, remplir ses devoirs conjugaux, ce n'était pas juste un problème personnel, c'était une affaire publique. Une épouse pouvait porter plainte et le tribunal convoquait un jury d'examen, un groupe d'hommes sages et un peu trop curieux, chargés d'évaluer ses performances. Ce n'était pas une métaphore. Le pauvre homme devait passer un véritable test, parfois avec des nonnes comme témoins, des prêtres comme secrétaires, et un médecin avec une checklist très gênante. Échec, le mariage pouvait être annulé. Réussite, honte éternelle, mais toujours marié légalement. C'était le scénario ultime de « fais-le ou sois humilié ». Soudain, la romance médiévale ressemblait davantage à une comédie en direct avec nudité mal placée. Ah, l'amour entre classes sociales. Un grand classique du scandale dans la société médiévale. Si un simple paysan osait épouser une noble, ce n'était pas vu comme de la romance, mais comme un crime. La noblesse, c'était un club très fermé avec des robes en velours et des regards hautains. Le marié roturier risquait la prison, la mariée noble pouvait être déshéritée, et les deux finissaient en défilé de honte à travers le village. Oubliez Roméo et Juliette, c'était plutôt bêche contre couronne. Mobilité sociale? Seulement en cas de réincarnation. La loi était formelle, l'amour devait rester dans sa caste. Se marier à la hausse n'était pas ambitieux, c'était illégal. Car au final, rien ne ruine plus vite le sang royal qu'un véritable amour et un cultivateur de pommes de terre. Au Moyen-Âge, garder son amour secret n'était pas seulement dramatique, c'était carrément illégal. Les couples qui se fréquentaient sans déclarer officiellement leur relation pouvaient être condamnés pour comportement clandestin indécent. Oui, ne pas annoncer son béguin, c'était être un criminel. Imagine deux amoureux échangeant des regards derrière une botte de foin, surpris par le commère du village qui se prend pour un inspecteur de romance. Oubliez la vie privée, votre relation devait avoir des papiers. Et si vous étiez pris, préparez-vous à la honte publique, à une amende ou à un mariage forcé sur le champ, parce que rien ne dit amour éternel comme une union imposée sous pression. Au Moyen-Âge, l'amour n'était que rarement invité au mariage. La politique et les accords fonciers volaient toujours la vedette. Des palais royaux aux chaumières paysannes. Le mariage était souvent un échange stratégique plutôt qu'un choix romantique. Tu pouvais te réveiller un matin fiancé à une personne que tu n'avais jamais rencontrée, simplement parce que ton père voulait 3 chèvres et un champ d'orge. Les princes épousaient des princesses pour arrêter des guerres, et les fermiers épousèrent des inconnus pour fusionner leurs troupeaux de poules. Dire non n'était pas une option, c'était une trahison envers l'unité familiale. Alors si tu rêvais de trouver ton âme sœur, oublie ça.
Ton âme sœur était probablement un inconnu avec du bon bétail et une dot confortable. Au Moyen Âge, tous les mariages n'étaient pas valides. Il y avait des règles, des rituels et bien sûr de la paperasse. Un mariage sans prêtre n'était qu'une fête avec du mauvais vin. Les couples avaient un besoin d'un clerc pour officier, de dot à déclarer et, accrochez-vous, parfois d'un certificat confirmant la virginité de la mariée. Oui, vous avez bien entendu. Un pauvre scribe devait rédiger un parchemin officiel affirmant, en latin médiéval orné, que la pureté de la mariée a été vérifiée, comme un commentaire Yelp particulièrement gênant. Sans toutes ces cases cochées, le mariage pouvait être annulé et vous passiez de heureux pour toujours à juridiquement insignifiant du jour au lendemain. Ainsi, dans le grand théâtre de l'amour médiéval, il n'y avait ni rose ni sérénade, juste des parchemins, des juges et une peur constante d'être enchaîné légalement à vie. L'amour n'était pas un sentiment, c'était de la paperasse. Des confessions forcées aux vœux approuvés par des prêtres, des audits de dot aux rituels publics d'humiliation, chaque étape du voyage romantique comportait des clauses en petits caractères et des amendes. Le mariage, ce n'était pas trouver la bonne personne, c'était survivre au système sans perdre ses moutons. Si vous trouviez le grand amour, félicitations. Vous avez probablement enfreint 3 lois et devez une chèvre. Bienvenue au romantisme version médiévale. Condamnation à perpétuité sans remise de peine. Bienvenue dans la grande panique des sorcières du Moyen-Âge, où un grain de beauté, un chat noir ou simplement une mauvaise humeur pouvaient vous valoir le bûcher. Les chasses aux sorcières ne concernaient pas les véritables sorts, ni les balais volants. Non, elles étaient alimentées par la peur, la superstition et le besoin désespéré de blâmer quelqu'un, généralement une femme, pour tout, des mauvaises récoltes, aux orteils écrasés, des villages entiers sombrés dans l'hystérie, pointant du doigt plus vite qu'un cercle de commères médiévales en flammes. Et une fois accusé, c'était foutu, coupable en niant, coupable en avouant. Ce n'était pas la justice, c'était de la paranoïa légale avec une torche. Oubliez les sorts noirs et les rituels démoniaques. La preuve la plus accablante lors d'un procès pour sorcellerie pouvait être un balai. Oui, un balai de ménage, utilisé pour balayer le sol ou écraser des mouches, devenait soudainement un engin volant suspect. Si vous en possédiez plusieurs, les rumeurs se répandaient plus vite que la peste. Pourquoi une femme célibataire aurait-elle besoin de 3 balais ? Se demandaient les villageois, tout en ignorant l'existence de la poussière. Soudain, les vieilles dames aux maisons bien tenues devenaient les principales suspectes. Logique du tribunal. Si les sorcières volent sur des balais et que vous en avez un, félicitations, vous voyagez clairement par sorcellerie. La justice au Moyen-Âge était vraiment balayante. Au Moyen-Âge, ta peau pouvait témoigner contre toi. Un grain de beauté, signature de Satan. Une tache de naissance, pacte évident avec le diable. Un corps, forcément causé par la queue d'un démon. Lors des procès de sorcellerie, juges et prêtres examinèrent les corps à la recherche de la fameuse marque de la sorcière. Une simple bosse ou tache censée nourrir des familiers démoniaques. Les suspects étaient forcés de se déshabiller pour être piqués, tâtés et humiliés par des experts autoproclamés incapables de différencier une tache de rousseur d'une malédiction. Ironiquement, l'horreur réelle n'était pas la sorcellerie, mais avoir la peau sèche dans une société paranoïaque armée de torches et de loupes. Quand la science prend un jour de congé et que la paranoïa siège au tribunal, on obtient l'épreuve de l'eau, un test tellement brillant qu'il garantissait la culpabilité ou la mort. Les sorcières présumées étaient attachées et jetées dans des rivières ou des lacs. Si elles flottaient, elles étaient des sorcières. Brûlez-les. Si elles coulaient, elles étaient innocentes, mais aussi noyées. Apparemment, l'eau étant pure, rejetait le mal. Donc si elle ne t'absorbait pas, tu étais clairement en ligue avec Satan. Tes options ? Te noyer avec honneur ou brûler de honte. Dans tous les cas, la justice médiévale savait faire des vagues, souvent tête la première et avec une corde. Si l'eau ne suffisait pas à te noyer, la torture parlerait à ta place. Les chasseurs de sorcières médiévaux avaient une technique d'interrogatoire favorite, la douleur jusqu'à l'aveu. Les sorcières accusées
étaient étirés sur des chevalets, avaient les os broyés ou étaient là brûlés avec des fers rouges. Tout cela au nom de la vérité divine. Sans surprise, beaucoup avouaient avoir dansé avec des démons, embrassé les fesses de Satan ou fait tourner le lait, juste pour que la douleur cesse. La vraie sorcellerie? Ce n'était pas les arts noirs, mais la manière dont la douleur transformait magiquement l'innocence en culpabilité. Et si tu criais, preuve que tu invoquais ton maître. Si tu restais silencieuse, possédée bien sûr. Si tu étais guérisseur au Moyen-Âge, félicitations. Tu n'étais qu'une tisane d'être brûlé vif. Sage-femme, herboriste et femme capable de faire la différence entre le romarin et le sumac vénéneux étaient toutes suspectes. Soigner une fièvre sans la bénédiction d'un prêtre? Clairement louche. Aider à accoucher sans chanter du latin? Blasphème. La logique était limpide. Si tu pouvais réparer un corps, c'est que tu avais probablement passé un pacte avec Satan pour le casser d'abord. Et malheur à toi si tu possédais un livre de recettes. L'Inquisition voyait ça comme un grimoire rempli de conseils culinaires infernaux. À l'âge d'or des chasses aux sorcières, même un rire mal placé pouvait vous valoir l'exécution. Ton chat noir a miaulé en direction du prêtre. Sorcière, ces herbes qui sèchent à ta fenêtre. Sorcellerie. Et gare à toi si tu riais pendant un enterrement. Tu lançais clairement un sort aux défunts. Dans un monde où la suspicion était plus contagieuse que la peste, un simple gloussement pouvait t'envoyer au bûcher. Chat, plante et sourire mal chronométré, la sainte trinité de l'accusation. La seule option sûre, faire la tête, éternuer discrètement et cacher ton origan comme s'il s'agissait d'une substance illicite. Au Moyen-Âge, rester dans son coin n'était pas juste mal vu, c'était passible de punition. Si ton village soupçonnait quelqu'un de sorcellerie et que tu ne le signalais pas, félicitations. Tu faisais officiellement partie du sabbat. Tu n'as pas vu ta voisine voler sur un balai? Peu importe, tu aurais dû regarder mieux. La loi exigeait non seulement de la paranoïa, mais une paranoïa enthousiaste. À un crieur public de la panique collective, des villages entiers se dénonçaient mutuellement pour éviter les soupçons. Mieux valait trahir mamie que de la laisser boire son infusion tranquille. Car dans cette logique tordue, le silence n'était pas d'or, il était démoniaque. La vengeance n'a jamais été aussi légalement approuvée. À l'époque des chasses aux sorcières, si une femme repoussait les avances d'un homme, félicitations, elle devenait la sorcière du village. Une dispute sur les limites d'un terrain, elle utilisait forcément la magie noire pour en réclamer plus. Surprise à commérer? C'était évidemment un sort d'envie. La justice est devenue l'arme ultime de la mesquinerie. Pas besoin de preuves, juste de mauvaises ondes et une rancune bien entretenue. Les voisins rancuniers pouvaient invoquer la loi avec un simple regard noir et une accusation bien tournée. Dans ce monde, briser un cœur ou remporter une querelle de terrain était aussi dangereux qu'invoquer le diable. Lors des procès de sorcellerie médiévaux, la logique avait fait ses valises et quitté la salle d'audience. Si tu plaidais l'innocence, c'était louche. Seule une sorcière essaierait de cacher la vérité. Mais si tu avouais, une preuve que tu es une sorcière. Pile, tu brûles. Face, tu brûles aussi. Les juges hochaient à la tête solennellement pendant que les scribes inscrivaient « coupable » avant même le début du procès. Les témoins racontaient des histoires de chèvres volantes et de pains maudits, et personne ne sourcillait. La charge de la preuve avait été remplacée par celle des ragots, et plus l'accusation était théâtrale, plus vite le bûcher était prêt. Ce n'était pas la justice, c'était du théâtre avec une fin tragique. La justice des procès de sorcellerie au Moyen-Âge se terminait souvent par un bûcher, et pas le genre festif. Être brûlé vif était la punition favorite, offrant une double fonction. Purification de l'âme et spectacle public. Les places des villes se transformaient en théâtre, où des familles entières se rassemblaient, pop-corn en option, pour voir le mal partir en fumée. L'accusé était attaché à un tas de bois, souvent drogué ou bâillonné, pendant que les prêtres priaient et que les bourreaux vérifiaient la direction du vent. Il ne s'agissait pas de culpabilité ou d'innocence, mais d'une mise en scène déguisée en justice. Et pour les spectateurs, juste un autre samedi de divertissement au nom du feu sacré. Alors, après tous les ballets, chats noirs et accusations bouillonnantes, ce qui invoquait vraiment les flammes n'était pas la sorcellerie,
c'était la peur. Une peur si forte qu'il fallait des lois pour justifier la paranoïa, une foule pour crier son approbation, et du bois pour faire taire les voix dissidentes. La vraie magie, c'était de voir l'ignorance devenir loi, et la superstition devenir protocole d'exécution. Pas de potion, pas de sort, juste une société convaincue que crier plus fort vous donnait raison. Finalement, le plus grand mal n'a pas été concocté dans des chaudrons, mais codifié sur parchemin et imposé à coups de torche. Et les sorcières? La plupart étaient juste des femmes malchanceuses, avec des passe-temps et des voisins rancuniers. Bienvenue sur le marché du travail médiéval, où avoir des compétences ne suffisait pas. Il fallait une licence, la bénédiction d'une guilde et, de préférence, un oncle déjà dans le métier. Les professions n'étaient pas juste des boulots. C'étaient des clubs d'élite avec des poignées de main secrètes à base de paperasse. Boulangers, forgerons, tisserands et même chasseurs de rats avaient leur propre guilde, qui imposait plus de règles qu'un banquet royal. Envie d'innover? Hérétique. Travailler sans autorisation? Criminel. Il ne s'agissait pas de talent, mais de tradition, de hiérarchie et de s'assurer que personne ne secoue le bateau. Déjà très lent. Car dans cette économie, être trop bon trop vite pouvait te valoir un bûcher, au sens propre ou financier. Vous avez maîtrisé l'art ancien de la boulangerie? Parfait. Maintenant, remettez votre four, à moins d'avoir l'autorisation du grand guide des brioches et miches. Au Moyen-Âge, faire du pain sans licence n'était pas juste mal vu. C'était une rébellion organisée. Votre cuisine pouvait être perquisitionnée, votre four confisqué et votre pâte jugée hérétique. Pourquoi? Parce que la boulangerie non autorisée perturbait l'équilibre sacré de la politique de la farine. La guilde contrôlait qui pouvait pétrir, rouler et faire lever. Et si vous osiez cuire une miche avec une meilleure croûte que celle du maître boulanger, préparez-vous à l'exil, ou pire, à éplucher des oignons à vie dans les cuisines royales. Dans la grande cour pâtissière de la justice médiévale, chaque miche devait respecter les règles, littéralement. Pain trop léger? Évidemment un escroc tentant de voler les honnêtes citoyens de leur précieuse farine. Trop lourd? Un saboteur avide qui ruine l'économie locale. Les boulangers devaient peser chaque pain avec une précision digne d'un alchimiste mesurant des larmes de licorne. Les inspecteurs rôdaient autour des fours avec des balances plus sensibles que les égaux royaux, prêts à infliger une amende ou un fouet à quiconque osait perturber l'équilibre sacré du pain. Donc oui, au cas où vous vous poseriez la question, au Moyen-Âge, même les glucides avaient des limites légales de poids. Alors, vous voulez ouvrir une boulangerie au Moyen-Âge? Adorable. D'abord, il vous faudra l'approbation du conseil local du métier, une joyeuse bande de vieux boulangers grognons qui considèrent chaque nouveau venu comme une menace pour leur empire de farine. Si vous venez d'ailleurs, avez un accent étrange, ou pire encore, faites un pain meilleur que celui du cousin du président, votre demande partira directement au feu, probablement avec vos espoirs et vos rêves. Les décisions ne se basaient pas sur le talent ou la passion, mais sur le nombre de chopes de bière offertes lors du dernier banquet du métier. Népotisme, mesquinerie et politique moisie étaient les vrais ingrédients secrets de toute boutique prospère. Tu pensais qu'être forgeron ou charpentier au Moyen-Âge signifiait liberté de créer? Détrompe-toi. Chaque coup de marteau et chaque copeau de bois était soumis à des règlements de guilde stricts. Une épée trop longue d'un demi-pouce, hérésie, une spirale incorrecte sur un pied de chaise, prépare-toi à une remontrance publique et une amende de la taille d'une chèvre. Tu as utilisé du chêne au lieu du frêne approuvé? Monstre. Les guildes avaient plus de règles qu'un banquet royal n'a de cuillère, et en enfreindre ne serait-ce qu'une pouvait te valoir l'expulsion, une amende, ou pire, assister à une conférence de 12 heures sur la géométrie sacrée des pieds de chaise. Donc tu es une femme au Moyen-Âge, et tu maîtrises le métier à tisser, l'aiguille ou, horreur suprême, le marteau d'un forgeron? Félicitations! Tu es officiellement une menace pour le tissu moral de la société. Car selon les guildes, les femmes manquaient de l'intégrité morale nécessaire pour manier des objets tranchants, le feu ou tout ce qui est plus dangereux qu'un rouleau à pâtisserie. Même si tu étais meilleur que le meilleur artisan de la ville, on attendait de toi que tu restes à la maison, que tu souris gentiment et que tu perfectionnes ton point de croix.
sauf si, bien sûr, tu étais veuve. Là, et seulement là, tu pouvais hériter de l'atelier de ton mari, à condition de ne rien améliorer. Tu veux être médecin au Moyen-Âge? Commence par vérifier ton pantalon. Si tu n'es pas un homme, félicitations. Tu as déjà échoué. La médecine était un domaine sacré, et par sacré, on entendait exclusivement réservé aux hommes approuvés par l'Église. Oublie les diplômes ou le talent. Si tu n'étais pas ordonné ou ne parlais pas latin, tu étais soit un hérétique, soit pire, une sorcière. Les femmes qui osaient te soigner des maladies étaient vite étiquetées comme sorcières et pouvaient s'attendre à ce que leurs outils médicaux soient confisqués avec leur vie. Pendant ce temps, frère Grégoire, dont le seul traitement était une prière et un seau d'eau bénite, était praticien agréé. Logique médiévale. Si ça saigne, c'est Satan. Si ça guérit sans bénédiction de l'Église, on le brûle. Au Moyen-Âge, le talent était facultatif, mais l'arbre généalogique était obligatoire. Tu voulais devenir charpentier, cordonnier ou fabricant de chandeliers? Dommage si ton père était fermier. Pas de lignée, pas de métier. Les guildes appliquaient une politique stricte de héritage uniquement, ce qui signifiait que seuls les fils de membres existants pouvaient envisager d'apprendre le métier. Peu importe si tu avais des mains en or ou si tu construisais des châteaux avec des miettes de pain. Les guildes te claquaient quand même la porte au nez. Résultat, un monde où la médiocrité se transmettait et l'innovation était bannie. La seule chose plus puissante que le talent, c'était le népotisme. Enfin, et savoir graisser la patte du bon oncle. Sur le marché du travail médiéval, les stages non rémunérés n'étaient pas juste un passage obligé, c'était quasiment une peine à perpétuité. En tant qu'apprenti, tu pouvais passer jusqu'à 7 ans à balayer le sol, aller chercher des outils et te faire cogner la tête pour avoir aiguisé le ciseau avec trop de zèle. Payé? Bien sûr que non. Ta récompense, c'était le privilège de te faire hurler dessus par ton maître et parfois de manger quelque chose qui ressemblait vaguement à un ragoût. Partir plus tôt? Impossible. Sans autorisation officielle, tu risquais d'être banni de tous les ateliers de la ville. Une sorte de servitude contractuelle, mais avec plus de sûrs et encore moins de droits. Et si tu posais une question? Bravo, tu venais de gagner une année supplémentaire de construction du caractère. Au Moyen-Âge, la créativité n'était pas une vertu, c'était un crime. Si toi, humble cordonnier, osais fabriquer une chaussure avec une semelle un peu plus confortable ou une boucle d'un design différent, félicitations. Tu venais d'inventer l'hérésie. Les guildes exigeaient une fidélité absolue à la tradition, ce qui signifiait faire les choses exactement comme ton arrière-arrière-grand-maître, même si ses idées étaient catastrophiques. Dévier des méthodes sacrées revenait à remettre en question l'autorité de la guilde. Et pire encore, à ridiculiser ton maître avec tes dangereuses nouvelles idées. La punition, expulsion, perte du droit de travailler et marquage éternel en tant que fauteur de troubles. L'innovation médiévale, là où changer la forme d'une cuillère pouvait te valoir l'exil social. Tu pensais qu'offrir une réduction allait te rendre populaire? Détrompe-toi. Dans les villes médiévales, vendre tes bougies artisanales un denier de moins que ton voisin pouvait littéralement te plonger dans la cire chaude. Les guildes imposaient des règles de prix strictes et casser le tarif standard était vu comme une trahison économique. Même si tes produits étaient meilleurs ou que tu essayais juste de survivre, faire une bonne affaire signifiait déshonorer la guilde. La punition? Amende, humiliation publique et parfois destruction totale de ton stock. Alors, la fidélité client? Oublie. Dans le royaume du pain et de la peste, le capitalisme existait, mais seulement s'il était parfaitement chorégraphié. Après avoir traversé les scandales de farine, les crises des guildes, les punitions pour créativité et les désastres liés aux remises, tu as enfin gagné ta place de véritable artisan médiéval. Et par gagner, on veut dire survécu. Car dans ce monde, le talent comptait bien moins que l'obéissance, les liens familiaux et la capacité à cuire du pain sans jamais le rendre meilleur que celui de ton maître. L'innovation était un crime, les prix réduits une hérésie et le dur labeur était récompensé par plus de règlements. Alors la prochaine fois que tu croques dans un pain artisanal, souviens-toi, il a peut-être fallu 10 ans, une douzaine de corrections, 3 autorisations de guilde et 0 idée personnelle pour le faire. Bon appétit
Et n'oublie pas de t'incliner devant la guilde. Bienvenue au commissariat de la mode médiévale, où une chemise pouvait te valoir une amende et un chapeau t'envoyer en prison. Dans ce merveilleux monde oppressif, les vêtements ne servaient pas juste à se réchauffer ou à avoir du style. Non, ils servaient à te rappeler ta place, et surtout à ne jamais t'habiller au-dessus de ton rang. Les lois somptuaires existaient pour empêcher tout paysan de briller, tout marchand d'étinceler, et tout forgeron de porter la moindre touche de soie. La mode était un champ de bataille, totalement truqué. Porter le mauvais tissu, la mauvaise couleur, ou paraître trop stylé pouvait être vu comme un affront à la hiérarchie sociale. Tu veux avoir du style? Il te faudra un titre de noblesse pour aller avec tes bottes. Dans la hiérarchie médiévale des tissus, la soie, le velours et le brocart n'étaient là pas que des textiles. C'étaient des symboles de statut réservés strictement à la noblesse. Si tu étais un simple boulanger ou un forgeron honnête, et que tu osais porter ne serait-ce qu'un morceau de velours, félicitations. Tu venais de commettre un crime vestimentaire. La punition? Amende, humiliation publique, ou pire, être pris pour quelqu'un qui a oublié sa place. Ces lois visaient à empêcher les classes inférieures de s'habiller au-dessus de leur rang, car apparemment, si tu avais l'air riche, tout le système féodal pouvait s'écrouler. Donc souviens-toi, si tu n'as pas de titre, ta tunique doit être aussi rêche et déprimante que tes perspectives sociales. Au Moyen-Âge, le violet n'était pas qu'une couleur. C'était une déclaration d'autorité divine. Réservée exclusivement à la royauté et à quelques nobles chanceux, porter du violet sans titre revenait à commettre une trahison, en tissu. Ainsi, si un simple tailleur cousait accidentellement une manche couleur prune, il pouvait se retrouver devant un tribunal à devoir expliquer comment il avait osé offenser les dieux de la mode. La logique? La teinture violette était rare et chère. Donc forcément, seuls ceux dotés de droits divins pouvaient s'en vêtir. Peu importe vos intentions, porter du violet signifiait que vous essayiez de vous faire passer pour un royal. Et la punition? Une amende ou une humiliation publique. Car rien ne dit justice comme ridiculiser quelqu'un qui aime la lavande. Dans le manuel de la police de la mode médiévale, paysans et artisans avaient une règle simple. Pas de motifs autorisés. Imprimé fleuri, trop distrayant. Rayures, agressive pour les yeux. Vigne brodée, tu essaies d'hypnotiser un noble? Ces pauvres âmes étaient censées s'habiller comme le fond d'une tapisserie délavée, unis, ternes et parfaitement inintéressants. La logique? Les vêtements à motifs étaient un privilège de l'élite. Les ouvriers des champs ou de la forge n'avaient pas besoin d'être élégants. Après tout, la beauté risquait de les distraire de leur devoir divin de souffrir en silence. Donc si tu étais un forgeron assez audacieux pour porter une tunique avec un ourlet décoratif, attends-toi à une amende et à un seigneur très peu impressionné qui te fera la leçon sur ta rébellion vestimentaire. Au Moyen-Âge, même les travailleuses du sexe avaient un code vestimentaire. Oui, la bureaucratie ne dort jamais. Les prostituées étaient légalement tenues de porter des vêtements criards et voyants ou des couvre-chefs spécifiques pour éviter que les honnêtes citoyens ne les confondent avec des femmes respectables. Imaginez devoir porter une robe écarlate et un énorme chapeau à plumes juste pour aller acheter du pain. L'idée était simple. Si tu vends du plaisir, tu dois t'habiller comme un panneau d'avertissement ambulant. Trop sobre, amende. Trop élégante, accusation de tromperie sociale. Ironiquement, ces lois transformaient la place du village en champ de bataille fashion, où les prostituées brillaient de mille feux, pendant que les dames nobles se fondaient dans le décor. Parfois, même les gardes ne savaient plus qui était qui, ce qui entraînait des arrestations gênantes et des maris très perplexes. Au Moyen-Âge, les chapeaux à plumes n'étaient pas qu'un accessoire de mode. C'était un champ de mine sociale. Seuls les nobles pouvaient légalement se pavaner avec des plumes sur la tête. Tous les autres, interdits. Parce qu'évidemment, une plume d'oie était la dernière frontière entre la civilisation et le chaos. Si un modeste boulanger ou un forgeron ambitieux osait ajouter ne serait-ce qu'un brin de plume, il risquait une amende, la confiscation, ou pire, une humiliation publique sur la place du village. La logique? Les plumes symbolisaient le statut et permettre aux roturiers d'en porter risquait de perturber l'ordre céleste. Les paysans devaient donc se contenter de chapeaux ternes, sans plumes,
en gros des casques de laine de la honte. Ironiquement, les oiseaux se fichaient bien de qui portait leurs plumes. Mais les nobles, eux, ça les dérangeait. Beaucoup. Être riche mais pas noble au Moyen-Âge, c'était comme avoir une voiture de sport sans permis. Impressionnant, mais puni. Les marchands prospères, malgré leurs pièces d'or et rideaux en velours, n'avaient pas le droit de s'habiller comme l'aristocratie. Tuniques en soie? Interdit. Chaussures serties de pierre? Absolument pas. Ces pauvres riches devaient se déguiser en modestes pour éviter les amendes. Imaginez un homme plus riche que le baron local, obligé de porter de la laine couleur pomme de terre et de faire semblant de ne pas pouvoir s'offrir du savon. Le but? Éviter toute confusion entre les privilégiés de naissance et ceux qui ont travaillé pour y arriver. Parce que bien sûr, rien n'est plus menaçant qu'un self-made man qui a du style. Au Moyen-Âge, même ton pantalon pouvait te causer des ennuis. Une nouvelle vague de terrorisme du pantalon déferla sur les villes. Les collants moulants qui épousaient chaque courbe furent déclarés menaces pour la moralité. Les fonctionnaires étaient horrifiés. Les prêtres serraient leurs chapelets. Les tailleurs pleuraient en silence en voyant leurs plus belles coupes interdites. La loi déclara que les pantalons trop serrés constituaient une offense publique. Trop posés, trop pêcheurs, trop anatomiquement corrects. Certains hommes durent marcher en sac de pommes de terre pour éviter le scandale. Pourtant, le vrai crime n'était pas l'indécence, mais l'audace d'avoir des mollets remarquables. En bref, les crimes de mode n'avaient jamais été aussi moulants. Dans le tribunal de la mode médiévale, les femmes marchèrent sur un fil entre trop fade et trop envoûtante. Une robe trop courte, sorcellerie, trop vive, adultère, trop de bijoux, clairement une fille de Satan avec un goût remarquable. Les dames devaient mesurer la longueur de leur jupe au centimètre près et que le ciel les protège si un collier brillait un peu trop. La logique? Toute femme attirant l'attention pouvait séduire des hommes, ou pire encore, penser par elle-même. L'Église et les autorités collaboraient pour faire respecter le saint code vestimentaire, car rien ne dit vertu comme une obsession pour les ourlets et le nombre de boucles d'oreilles. Et si tu étais un peu trop glam par accident, prépare-toi à un procès par le tissu. Dans une version médiévale de la mode avec une mission, les personnes de foi juive ou musulmane étaient légalement obligées de porter des vêtements ou un signe spécifique, histoire que tout le monde sache qui éviter au marché du dimanche. Que ce soit un cercle jaune, un chapeau pointu ou un brassard coloré, le but n'était pas le style, c'était la ségrégation approuvée par l'État. Ces déclarations de mode n'avaient rien à voir avec la théologie et tout à voir avec le contrôle, la peur et un bon vieux préjugé. Imaginez devoir coder votre existence par couleur juste pour que les autorités puissent deviner votre religion d'un simple regard. Car rien ne crie justice comme étiqueter les humains comme des boîtes de soupe. Enfreindre le code vestimentaire médiéval n'était pas juste une faute de goût, c'était un crime. Porter de la soie en tant que roturier, prépare-toi à être dépouillé, au sens propre. La police de la mode, oui, ça existait, pouvait te confisquer tes vêtements sur le champ et les exposer sur la place publique comme un trophée de la honte. L'humiliation publique était une punition très appréciée. Une foule entière se rassemblait juste pour pointer du doigt et rire de tes manches scandaleuses. Si tu avais de l'or à disposition, tu pouvais payer pour t'en sortir, car au Moyen-Âge, rien ne dit justice comme un petit pot de vin pour éviter un crime vestimentaire. Le style était plus surveillé que le vol, car Dieu nous en préserve. Quelqu'un pourrait porter du velours sans titre. Et ainsi s'achève la forme la plus chic d'oppression, les codes vestimentaires médiévaux. Dans ce monde, le tissu ne servait pas seulement à couvrir le corps. Il couvrait aussi ton destin, ton rang et même ton droit à vivre en paix. Un mauvais chapeau? Humiliation publique. Une mauvaise couleur? Amende? Trop luxueux? Félicitations, tu es maintenant criminel. La classe dirigeante utilisait les vêtements comme des chaînes, soyeuses, brodées et profondément injustes. Derrière chaque tunique de laine terne se cachait un livre de loi plus épais que la Bible et 2 fois plus moralisateur. Tu ne t'habillais pas pour le climat, tu t'habillais pour survivre. Car au Moyen-Âge, la mode ne révélait pas la personnalité. Elle imposait la hiérarchie. Et c'est pour cela, chers spectateurs, qu'une ceinture pouvait vous coûter la tête. Bienvenue dans le système judiciaire médiéval,
où l'équité était facultative, mais la douleur publique obligatoire. Dans ce chapitre sanglant de l'histoire, l'idée de dissuasion était prise au pied de la lettre. Si une punition ne te faisait pas hurler, pleurer et remettre en question ton existence, était-elle vraiment efficace? De la coupe de main à la rôtisserie d'hérétiques, les châtiments visaient moins la correction que le spectacle. Les exécutions étaient des événements communautaires. Pas de pop-corn, mais huée obligatoire. La justice n'était pas aveugle. Elle était avide de sang, théâtrale et étrangement créative. À cette époque, même un petit délit pouvait te donner le premier rôle dans le spectacle le plus brutal du village. Bienvenue dans la justice médiévale, douloureuse, publique et profondément mesquine. Au Moyen-Âge, si ton estomac gargouillait et que tu osais voler un pain, félicitations. Tu risquais fort de perdre une main. Le vol, surtout commis par les pauvres, était puni rapidement et de façon théâtrale. Amputation publique. Une souche en bois, une hache rouillée et une foule enthousiaste faisaient partie du spectacle. Et pour que tout le monde comprenne bien le message, la main tranchée était parfois clouée à la porte de la ville, comme rappel visuel très utile. Voilà ce qui arrive quand on oublie de payer. L'ironie? Le crieur public annonçait parfois ton crime, avec roulement de tambour. La justice médiévale n'était pas seulement aveugle, elle était armée d'une lame et d'un sacré sens de la déco urbaine. Au Moyen-Âge, certains châtiments étaient si créatifs qu'ils relevaient plus du roman d'horreur que du code de loi. L'un des favoris du public, la cage en fer suspendue. Si tu commettais un crime jugé digne d'humiliation prolongée et d'insolation, tu étais enfermé dans une cage métallique de taille humaine, hissée bien haut sur la place du village. Pluie, soleil, crottes d'oiseaux ou nuées de mouches, tu restais là. Pas de nourriture, pas d'eau, et surtout aucune intimité. Les passants pouvaient te jeter une tomate pourrie, ou leur déjeuner. La peine durait jusqu'à ce que tu avoues tes péchés, te repentes, ou simplement décèdes. La justice médiévale adorait le spectacle, et rien ne dissuadait mieux qu'un cadavre qui se balance doucement au-dessus des étals du marché. La justice médiévale ne s'arrêtait pas à trancher des mains. Elle adorait aussi le spectacle. Voici la roue de supplice, un engin si charmant qu'il faisait grimacer même les bourreaux les plus endurcis. Le condamné était attaché en étoile à une immense roue en bois. Ensuite, le vrai plaisir commençait. Un gaillard muni d'une barre de métal brisait chaque membre, os par os, suivant un schéma précis, bras, jambes, car la symétrie c'est important, même dans la torture. Parfois, on tissait les membres broyés entre les rayons pour plus de style. La roue était alors dressée tel un moulin cauchemardesque, tournoyant au vent, exhibant fièrement le corps tordu. Un avertissement brutal pour les villageois. Vole un pain et tu pourrais finir aussi tordu que tes projets de dîner. Si vous pensiez que la justice médiévale avait atteint son apogée avec la roue briseuse d'os, détrompez-vous. Voici le bûcher public. À l'origine réservé aux sorcières, il devint rapidement une solution universelle pour les hérétiques, les blasphémateurs et tous ceux qui osaient penser un peu trop librement. Une opinion impopulaire? Félicitations, vous voilà petit bois. La cérémonie était mise en scène avec soin. Bois empilé comme pour un barbecue et foule rassemblée comme pour une fête de village. Parfois, l'entrée était même payante. L'accusé, souvent bâillonné, histoire de ne pas gâcher l'ambiance avec de la logique, était attaché à un pieu en bois et enflammé pendant que les autorités locales hochèrent la tête d'un air satisfait. Un rappel brûlant que, au Moyen-Âge, la liberté d'expression venait avec un briquet et une allumette. Juste au moment où vous pensiez que les punitions médiévales ne pouvaient pas être plus brûlantes, voici le casque en fer chauffé à blanc. Imaginez un couvercle de marmite maudite, rougi au feu, serrant votre tête comme un câlin de l'enfer. Ce n'était pas une exécution rapide, c'était une tragédie à feu doux. La victime, souvent accusée de trahison ou d'hérésie, ou simplement d'avoir l'air louche, était attachée tandis que le casque brûlant était abaissé sur sa tête. Cris, cheveux en feu, peau qui fait des bulles, et quelque part, un juge local hochait probablement la tête en approuvant et griffonnait « Justice rendue » en latin médiéval, comme si griller des gens comme des saucisses était le summum de l'ordre public. Oubliez les icônes de la mode. Voici l'accessoire de tête le plus chaud du siècle.
Dans le système judiciaire médiéval, l'humiliation publique n'était pas un accompagnement. C'était le plat principal. Voici le pilier de la honte, la scène ouverte préférée du village pour lancer des légumes pourris. Le condamné, souvent un petit voleur ou quelqu'un ayant critiqué le mauvais noble, était enchaîné à un poteau de pierre sur la place du marché. Sa peine ? Devenir une cible humaine. Les passants pouvaient lui jeter des tomates, des œufs pourris ou tout ce qu'ils avaient dans leur panier. Aucune sanction, applaudissements garantis. Certains citoyens créatifs venaient même avec des accessoires. Boyaux de poisson, fumier ou un poème moqueur sur la coupe de cheveux du criminel. Pendant ce temps, le juge jetait un œil depuis la fenêtre avec un air satisfait, sirotant son hydromel. La justice n'était pas aveugle. Elle était juste follement théâtrale et absolument crasseuse. Au Moyen-Âge, l'adultère n'était pas juste un scandale. C'était un défilé, littéralement. Si on vous attrapait en flagrant délit, vous ne faisiez pas qu'affronter une belle famille furieuse. Vous étiez escorté à travers tout le village au son d'un tambour. Habillé d'une tunique honteuse décorée de moqueries, le coupable devait marcher, ou pire, danser, aux côtés d'un tambourineur, parfois même toute une fanfare. Les enfants pointèrent du doigt, les vieilles dames bavardaient, et quelqu'un finissait toujours par jeter un chou. Le but n'était pas le repentir, mais l'humiliation rythmée. Certaines villes faisaient même défiler les couples ensemble, comme un reality show forcé, la valse des infidèles. Pendant ce temps, le batteur gardait fièrement le tempo, rêvant peut-être d'une promotion au poste de bourreau officiel. Car à cette époque, le talent musical pouvait vraiment mener loin. Dans le grand tribunal de la logique médiévale, qui a besoin de preuves quand on a du soupçon, bienvenue à l'époque favorable à la torture, où un simple regard de travers pouvait vous mener dans un étau en fer. Les interrogatoires ressemblaient davantage à des jeux télévisés médiévaux. Avouera-t-il avant ou après qu'on lui écrase les pouces? Parmi les outils favoris, la botte de fer pour écraser les pieds, les arrache-seins, inutile de décrire, et les bons vieux clous sous les ongles. La vérité, optionnelle, la confession, obligatoire. Et si la victime ne parlait pas? Pas grave, on augmentait simplement le niveau de douleur. Il ne s'agissait pas de justice, mais d'un théâtre accompagné de cris. Le tribunal, une prison avec des papiers. Et le juge, souvent juste le gars avec la meilleure tête impassible et le plus gros marteau. Au Moyen-Âge, pleurer pendant sa punition n'était pas un signe de remords. C'était considéré comme impoli. Oui, si tu osais sangloter pendant que tu te faisais fouetter, brûler ou clouer en public, les autorités pouvaient y voir un comportement ingrat. Apparemment, les vrais criminels devaient souffrir en silence, comme des invités polis s'étouffant avec du vin empoisonné. Certaines villes affichaient même des panneaux. Pleurer, gémir ou supplier est interdit. Les contrevenants seront encore plus punis. Imagine donc le pauvre type fouetté, essayant de retenir ses larmes, pendant que les villageois applaudissent et que les poules lui picornent les orteils. Un seul sanglot, bam, coup de fouet en bonus. La justice n'était pas aveugle, elle détestait juste le bruit. Dans la justice médiévale, même les objets n'étaient pas à l'abri d'un châtiment. Si le four d'un boulanger produisait du pain trop petit ou trop léger, le four entier pouvait être détruit publiquement comme complice de fraude. Imaginez une foule applaudissant pendant que les autorités locales brisent un four en briques à coups de marteau, tandis que le boulanger pleure à côté. Parfois, on organisait même un faux procès. Pour le four, ce four a conspiré pour tromper les villageois. Verdict, coupable, peine, démolition totale. Le boulanger s'en sortait généralement avec une amende ou un petit tour au pilori, mais le pauvre four, aucun appel, aucune liberté conditionnelle, et sûrement pas d'avocat. La loi médiévale croyait dur comme fer. Si tu ne peux pas effrayer les gens, effraie leurs ustensiles de cuisine. Et voilà, nous refermons ce chapitre de la justice médiévale. Un défilé de punitions baignées de sang, de fer et d'humiliation publique. Il ne s'agissait pas de réformer ni d'être juste, mais de faire peur. La peur de se faire trancher la main pour avoir volé du pain. La peur d'être brûlé vif pour avoir pensé autrement. La peur d'être enchaîné à une pierre pendant que des inconnus te lançaient les restes de leur petit déjeuner. La justice était un spectacle, et les villageois, un public enthousiaste,
croquant des pommes pendant qu'un pauvre diable se faisait briser les os sur une roue. À une époque où le silence était suspect et où même les fours pouvaient être punis, le seul vrai crime, c'était de se faire attraper. Bonne nuit, chers spectateurs, et que ton pain ne soit jamais trop léger. Bienvenue dans le dernier acte de ce cirque juridique médiéval. Prenons une grande inspiration et repensons au voyage surréaliste que nous venons de traverser. Des animaux traînés devant les tribunaux, des balais brûlés pour sorcellerie, des gens punis pour avoir porté le mauvais tissu, ou pire, pour avoir pris trop de bains. Un monde où le savon était suspect et le silence coupable. Nous avons traversé les donjons de l'absurde, enjambé les douves de la folie et croisé des lois si ridicules qu'elles font passer la bureaucratie moderne pour une utopie. Mais bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici sans être arrêté pour avoir éternué pendant une procession sacrée, félicitations, vous êtes plus coriace que la moitié des villageois de l'époque. Après toutes les lois étranges que nous avons vues, punition pour grenouilles de compagnie, interdiction de savon et règlement anti-balai, une question résonne à travers l'histoire comme une vieille porte médiévale grinçante. Pourquoi ? Pourquoi les gens ont-ils créé des règles aussi ridicules? Était-ce la peur? La superstition? Des nobles avides de pouvoir cherchant un passe-temps? Ou peut-être, juste peut-être, parce que les humains sont parfois allergiques à la logique. Imaginez un conseil d'hommes en robe débattant pendant des heures pour savoir si être gaucher est un signe de sorcellerie, tout en ignorant la famine réelle dehors. Ce n'était pas seulement une question de justice, c'était une question de contrôle, de spectacle, et parfois de pur non-sens déguisé en parchemin officiel. Le plus effrayant, ils pensaient que tout cela avait du sens. Tu te demandes comment ces lois absurdes ont pu survivre pendant des siècles. Facile, ceux qui faisaient les lois étaient les seuls à pouvoir les lire. Dans un monde où savoir lire était un luxe, et où le droit était plus obscur que l'alchimie, les gens du peuple n'avaient aucune chance. Les nobles et le clergé, enveloppés dans du velours et leur sentiment de supériorité, régnaient depuis l'ombre de parchemins tachés d'encre, tandis que les paysans peinaient à écrire leur propre nom, s'ils en avaient un. Remettre en question une loi, c'était comme essayer de débattre la gravité avec une enclume en chute libre. Alors l'absurde prospérait. Si la loi disait que ta vache devait payer des impôts, tu payais. Si ton éternuement offensait un évêque, tu te repentais. Bienvenue dans la tyrannie silencieuse de l'ignorance. Tu sais ce qui est drôle? Plus une absurdité dure, plus elle devient normale. Prenons cette loi médiévale interdisant aux femmes de manger des plats épicés, car apparemment, cela enflammait les passions. Ridicule aujourd'hui, mais elle a duré des générations. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'une règle est écrite, les gens commencent à l'accepter. Ensuite, ils l'appliquent. Puis ils punissent ceux qui ne la respectent pas. Et soudain, l'absurde devient une tradition. C'est la version médiévale du « on a toujours fait comme ça ». Oui, une loi peut être absurde et quand même devenir un standard sacré. La preuve que tout ce qu'il faut, c'est du temps, de la répétition, et une société trop fatiguée ou trop terrifiée pour poser des questions. Voici un fait amusant. Certaines de ces lois médiévales ne sont pas vraiment mortes. Elles ont juste enfilé des habits modernes et changé de nom. Prenons les règlements vestimentaires, par exemple. À l'époque, les paysans n'avaient pas le droit de porter de la soie, car apparemment, les tissus brillants leur donnaient des illusions de grandeur. Aujourd'hui, essayez d'entrer dans un club chic en tongs et regardez le videur appliquer la version moderne implicite. Licence professionnelle? Autrefois, il fallait l'autorisation du roi pour cuire du pain. Maintenant, il vous faut 10 permis, une vérification de casier judiciaire et peut-être un échantillon de sang juste pour ouvrir un stand de tacos. Et ne parlons même pas des lois sur le genre. Elles existent toujours, mais avec un meilleur costume. Apparemment, l'absurdité dure longtemps, si elle porte un tampon officiel. On aime croire qu'on a évolué, qu'on a laissé derrière nous l'époque où l'on jugeait les sorcières à leur talent de nage ou condamnait les cochons à mort. Mais jetez un œil aux tribunaux actuels ou aux débats politiques, et vous verrez peut-être quelques ombres médiévales faire un moonwalk discret, des lois interdisant de danser dans certaines petites villes, présent, des licences absurdes pour les stands de limonade, toujours là,
Et ne parlons même pas du charabia juridique qui fait de la lecture d'un contrat un véritable sortilège. Oui, on est passé des torches aux tablettes tactiles, mais la logique n'a pas toujours suivi. Les historiens du futur regarderont peut-être nos lois et se demanderont, ils punissaient vraiment ceux qui nourrissaient les sans-abri? Eh oui, alors avant de trop se moquer du passé, prenons une grande inspiration et cachons la overboard. Certaines des tragédies comiques les plus absurdes de l'histoire ne se sont pas jouées au théâtre, mais dans les tribunaux. Imaginez être accusé de sorcellerie parce que la vache de votre voisin a trébuché et que le juge prenne cela au sérieux. Ou être torturé jusqu'à avouer avoir parlé au diable, simplement parce que vous parliez latin. Ce ne sont pas que des contes sombres, c'était la réalité. La justice médiévale passait souvent à côté des notions de preuve, de logique, ou même de bon sens. Nombre de condamnations reposaient sur des ragots, des rêves, ou la forme d'une tâche de naissance. Ces erreurs judiciaires n'étaient pas de simples bévues. Elles étaient systématiques, ritualisées et souvent célébrées comme la volonté de Dieu. Si elles nous apprennent quelque chose, c'est que la procédure légale, les preuves et les droits humains ne sont pas de la paperasse. Ce sont des boucliers durement gagnés pour éviter que l'histoire ne se répète. De préférence, sans fourche. Les lois absurdes ne tombent pas du ciel. Elles sont les instantanés des peurs, de la culture et de l'ignorance humaine à un moment donné. Interdire les bains, parce qu'on pensait que l'eau faisait entrer les maladies dans le corps. Punir les femmes pour avoir porté des vêtements colorés, parce que les tissus vifs attiraient apparemment les démons. Ou pire, l'attention. Chaque loi ridicule, dans son absurdité, révèle les insécurités d'une époque. Peur de l'inconnu, paranoïa des rébellions, obsession de l'ordre et une fixation malsaine sur la moralité. Les lois étaient des miroirs, déformants, certes, qui reflétaient autant ceux qui régnaient que ceux qu'ils craignaient. Et comme les barbiers médiévaux pensaient que les saignets soignaient tout, les législateurs étaient convaincus d'aider, enfin d'aider quelqu'un, rarement l'accuser. Alors même si aujourd'hui on en rit, à l'époque, c'était mortellement sérieux. Le meilleur dans le fait de regarder en arrière les lois absurdes, en tirer des leçons, ou, au minimum, en rire avant de refaire la même bêtise, version moderne. Les médiévaux interdisaient la danse, punissaient les sorcières et infligeaient des amendes pour les mauvaises couleurs de vêtements. Et nous, on verbalise pour un stationnement de travers de quelques centimètres où on interdit des livres parce que quelqu'un, quelque part, s'est senti offensé. Progrès? Peut-être. Mais l'histoire est comme un prof sarcastique. Elle nous montre à quel point on était stupide pour qu'on puisse l'être un peu moins aujourd'hui. Une société qui ne réfléchit jamais à ses absurdités passées risque d'en inventer de nouvelles, avec juste une meilleure grammaire. Alors prenons les absurdités d'hier non comme une moquerie pure, mais comme un guide, pour qu'au moins nos erreurs de demain soient inédites. L'histoire du droit n'est pas qu'une vieille chronologie poussiéreuse de règles. C'est des montagnes russes chaoteuses allant de l'absurdité noire au bon sens à peine allumé. Pour chaque loi ridicule condamnant un cochon à mort ou interdisant l'ail le mardi, l'humanité a tiré une leçon, souvent de la manière la plus douloureuse. Ces absurdités, aujourd'hui risibles, étaient autrefois prises très au sérieux, souvent mortellement. Mais chaque verdict grotesque, chaque procès superstitieux, chaque loi née de la peur ou de l'ignorance nous a poussés, petit à petit, vers l'avant, comme une glissade sur peau de banane vers l'illumination. Douloureux? Absolument. Nécessaire? Aussi. Le progrès ne porte pas toujours la toge de la sagesse. Il trébuche parfois dans des chaussures de clown. Et ainsi, l'histoire de la justice humaine s'écrit non seulement avec des déclarations nobles, mais aussi avec des erreurs affreusement drôles. Parce que visiblement, le chemin vers l'équité passe par une mine de « vous vous moquez de moi ?» Maintenant que nous avons pataugé dans un marécage de lois médiévales ridicules, des cochons punis au bain prolongé interdit, tournons un peu les projecteurs vers aujourd'hui. Tu crois qu'on est en sécurité maintenant? Détrompe-toi. Certaines lois modernes donnent l'impression d'avoir été rédigées après une soirée un peu trop arrosée à la taverne. Au Danemark, il est illégal de démarrer une voiture si quelqu'un se trouve en dessous. Merci, capitaine Évidence. En Floride, les femmes célibataires ne peuvent pas sauter en parachute le dimanche.
Et on ne va même pas aborder les règles pour les canards en Suisse. Alors avant de trop nous moquer de nos ancêtres médiévaux, jetons un œil à nos propres codes. Es-tu déjà tombé sur une loi qui t'a fait dire « Attends, quoi ?» Partage-la en commentaire. On a besoin de nouveaux matériels pour la suite. Car s'il y a une chose que l'histoire nous a apprise, c'est que l'absurdité est intemporelle et la stupidité remarquablement tenace. Et nous y voilà, à la fin de notre périple, aussi hilarant qu'effrayant, à travers l'univers absurde du droit médiéval. Des sorcières jugées en fonction de leur capacité à flotter jusqu'au balai, tenues responsables. Nous avons vu une justice qui nous a fait rire, pleurer et remettre sérieusement en question nos propres lois. Si tu es arrivé jusque-là, félicitations. Tu es officiellement diplômé pour lever les yeux au ciel devant l'absurdité historique. Mais ne referme pas le parchemin tout de suite. D'autres histoires de folie, de chaos et de législation mal foutue t'attendent dans les archives. Alors like, partage et abonne-toi pour nous retrouver la prochaine fois, quand on déterrera d'autres pépites de l'histoire humaine. Parce qu'à défaut d'en rire, le passé pourrait bien revenir avec une perruque poudrée et te condamner à récurer les cachots. Avec une oie. Le jeudi, uniquement le jeudi.